Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je vous reçois ce soir parce que vous avez publié il y a 2 ans un livre absolument magnifique qui s'appelait Cosmos, sur notre rapport à la nature, que j'avais très sincèrement adoré parce qu'il rejoignait des thématiques qui me sont très chères. Aujourd'hui, vous publiez Décadence, qui est en fait la suite au sein d'une trilogie de réflexions sur notre monde, tout simplement, une brève encyclopédie du monde. C'est une réflexion sur la vie et la mort du judéo-christianisme. Pourquoi avoir choisi de prendre cette posture du médecin qui dissèque? Vous nous dites, je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis dans celui qui observe. Mais c'est une posture qui est aussi celle de ceux qu'on accuse d'être réactionnaires. Un Éric Zemmour, par exemple, aussi nous dit « mais moi je défends le sens du tragique, je suis dans la posture de l'observateur ». Qu'est-ce qui vous différencie? Et surtout, est-ce que réellement, cette posture-là, elle est tenable? Oui, moi j'ai plein de points communs avec Éric Zemmour. Quand on a effectivement un diagnostic à faire sur notre civilisation et qu'on dit qu'elle ne va pas bien, qu'on dit pourquoi elle ne va pas bien, qu'on pointe un certain nombre de symptômes, qu'on fait un diagnostic qui me paraît être celui qui s'impose, effectivement, sur le diagnostic, j'ai plein de points communs avec pas mal de gens, dont éventuellement Éric Zemmour sur certains sujets, ou voire Alain Finkielkraut sur d'autres, ou d'autres encore sur d'autres sujets. La différence, elle se fait sur ce qu'on fait de ce constat. C'est-à-dire, vous avez le constat d'un cancer et vous avez des gens qui vous disent on peut faire la naturopathie, l'acupuncture, la diète, le jus de carotte, et puis d'autres qui disent chimiothérapie, et puis d'autres qui disent, un peu comme moi, là où nous en sommes, il n'y a plus rien à faire. Mais vous n'avez pas d'affect face à ce monde dont vous constatez qu'il est en train de disparaître? Ça n'a pas de sens de pleurer l'effondrement d'une civilisation dans laquelle on se trouve. Je ne suis pas la civilisation, elle m'a constitué, j'en fais partie, j'ai aimé cette civilisation, elle s'en va, mais ça n'aurait pas grand sens philosophique d'estimer qu'elle devrait échapper à l'entropie, à la fatigue, à l'usure et à la mort. Quand vous faites ça, vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, tout de même, il y a des choses belles dans cette civilisation qu'il faudrait défendre? Je les défends, simplement les restaurer, ça n'est pas possible. Revenons à un état où éventuellement l'instituteur avait une blouse grise et permettait... C'est fini, c'est terminé, ça n'est plus possible, oui, non, sans restaurer, mais défendre 2-3 choses comme une certaine idée de l'homme. Ah, je la défends toujours. C'est-à-dire que quand je prends la métaphore du bateau qui coule en disant qu'il faut mourir avec élégance, j'ajoute qu'il ne faut pas contribuer à la voie d'eau. Et puis mourir avec élégance, ça suppose effectivement qu'on résiste, qu'on défende le livre, le papier, l'écriture. Vous êtes plutôt du côté de Cyrano. Oui, absolument. C'est inutile, mais c'est bien plus beau lorsque c'est inutile, d'accord. C'est la belle référence. Alors ça va, on se rejoint. Mais dans votre démonstration sur la vie et la mort du judéo-christianisme, premier point, vous passez énormément de temps au début à nous expliquer que Jésus n'a pas eu d'existence historique. Honnêtement, l'idée qu'il y a eu un vague rabbin juif un peu illuminé qui a prêché, etc., en quoi ça viendrait gêner votre démonstration, ça? Non, ça gêne rien, et d'ailleurs... Vous le concédez une fois dans le livre, mais sinon vous expliquez que non, pas du tout, il n'a pas eu d'existence. Je peux concéder que si effectivement Jésus avait historiquement existé, ça ne m'aurait pas gêné vraiment beaucoup, parce que c'est une espèce de cristallisation sur une figure qui aurait pu exister, bien sûr, c'est pas ça le problème. Je dis juste que la somme de choses qu'on dit sur Jésus me paraît vraiment extravagante, et que c'est une cristallisation à partir de laquelle la civilisation se constitue. Notre civilisation, c'est la cristallisation d'une chair, c'est l'incarnation, pour le coup, autour d'un Jésus qui n'est qu'un concept. Donc il y a un concept, c'est le prophète qu'annoncent un certain nombre de juifs, et dont certains juifs disent non, il n'est pas à venir, il est venu, ça va donner les judéo-chrétiens. Donc je dis c'est un concept, c'est comme Madame Bovary ou le Père Noël. Ça, on est d'accord, c'est totalement le concept. Mais après, à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, le message qui est celui du sermon sur la montagne, c'est-à-dire quand on vous frappe sur une joue, tendez l'autre, etc., qui est à distinguer de toute la construction qu'il y a eu ensuite? Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas eu que ça. Une chose comme ça à sauver. Ça et son contraire. Jésus a dit tout et le contraire de tout. Aussi, Jésus, il chasse les marchands du temple. Il y a un Jésus guerrier. Il y a évidemment un Jésus guerrier. Ah non, mais on ne peut pas nier. Il est quand même marginal. Il est peut-être marginal, mais il suffit qu'il existe un geste sur lequel on puisse construire toute une vision du monde. C'est la même chose avec le Coran. Vous avez tout et le contraire de tout, y compris des versets contradictoires. Il y a des moments contradictoires dans la vie de Jésus, et puis Jésus, c'est pas suffisant, il y a Saint Paul. Ça, on est d'accord. Mais oui, et le christianisme est beaucoup plus paulinien que soucieux du message de Jésus, même s'il y a dans le christianisme des Saint François, des gens qui sont dans
dans la pauvreté, dans la simplicité, dans l'humilité. Mais le christianisme, c'est une espèce d'auberge espagnole. C'est vrai, mais on a parfois l'impression que vous essayez de diminuer la dimension pure de ce qu'a pu être le message de ce type un peu illuminé pour justifier votre critique tout à fait réelle et tout à fait normale de ce qu'a été saint Paul, de ce qu'a été Constantin, qui ont massacré le message de ce type, de Jésus. Non, ils n'ont pas massacré, justement, ils en ont illustré un versant. C'est pas forcément le mien, mais c'est ainsi que ça s'est constitué, et en même temps, on ne constitue pas une civilisation sur des hommes de paix. Regardez, toutes les civilisations se sont constituées sur des messages de guerre. Et même quand le personnage à l'origine était un pacifiste, il y a bien quelqu'un qui nous a expliqué que pour imposer cette paix, il faudrait bien la guerre. Et on voit bien comment les choses ont fonctionné. Donc le christianisme, quand il se constitue avec des figures de guerre. Et vous nous dites, il y a une date cruciale dans ce livre, c'est 1417. Oui. C'est la découverte au fin fond d'un monastère allemand d'un manuscrit, celui du De Natura Rerum de Lucrèce, donc poème d'un poète romain, parlant de la philosophie d'un grec, Épicure. Et vous nous dites qu'à partir du moment où on découvre ce texte-là, qui nous raconte cette philosophie qui n'a rien à voir avec la pensée judéo-chrétienne, cette civilisation est ébranlée. Là, il y a quelque chose de majeur. D'un seul coup, on découvre qu'il y a une philosophie en dehors du christianisme, qu'elle est cohérente, qu'elle est matérialiste. Il n'y a que des atomes. Et cette pensée-là, c'est une machine de guerre, puisque si vous dites qu'il n'y a que de la matière et des atomes, alors l'hostie, c'est uniquement de la matière. L'hostie, elle est constituée d'atomes, de farine. Et pas du tout, on ne peut pas du tout justifier l'Eucharistie, la transsubstantiation, la présence réelle ou symbolique du corps du Christ, ou ce genre de choses. S'il y a une âme, elle est matérielle et elle est mortelle. Elle est immortelle dans ses composés parce que les atomes disparaissent, mais on ne peut plus avoir tout le dispositif chrétien, l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, l'incarnation, l'âme immortelle, le Dieu qui serait vengeur, le Dieu qui serait jaloux, le Dieu qui dirait l'enfer pour toi, le paradis pour toi, le purgatoire pour toi, etc. Cette philosophie-là, effectivement... Qui est en fait une philosophie de domination, c'est-à-dire qu'on a utilisé le christianisme pour établir une pensée de domination absolue sur les hommes, à travers tout un attirail conceptuel. Et effectivement, avec Lucrèce, on découvre une bombe matérialiste. Et cette bombe matérialiste, elle est à fragmentation. Elle démarre avec le Podge, avec 1417, vous avez raison, avec la découverte de ce manuscrit, puis après il y a la Renaissance. Et toute la Renaissance va générer l'humanisme qui va dire, mais finalement la raison, elle peut fonctionner peut-être pour autre chose que pour faire l'éloge de Dieu. Et on voit Descartes qui apparaît, et qui nous dit, allez, je laisse tout de côté. Et de quoi puis-je être sûr ? Je suis sûr de moi, puisque quand je pense, c'est que je suis, etc. On constitue l'individu, on écarte Dieu, on ne dit pas qu'on n'en veut plus, on ne dit pas qu'il n'existe pas, on dit on fait sans lui. C'est une hypothèse, mais je la laisse de côté. Et on va du théisme, c'est-à-dire Dieu décide de tout, il décide de la moindre des choses, au déisme. Dieu existe, mais il ne s'occupe pas du monde. Ça veut dire que les hommes peuvent s'occuper de tout, peuvent s'occuper de l'histoire, prendre en charge l'histoire. Tout ça va générer la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières trouve son bras armé dans la Révolution française. Elle dérape avec 1793, parce que les Jacobins décapitent les Girondins. Et puis, il y a ce mouvement qui fait effectivement que notre civilisation va vers quoi elle va. Mais vous nous dites tout ça génère autre chose, l'humanisme, les Lumières, et en même temps, vous continuez à nous dire que tout ce qui s'est passé après, tous les totalitarismes qui ont émergé après, viennent du christianisme. Alors qu'il me semble que l'évolution qui suit permet aussi d'expliquer les horreurs bien sûr. du XXe siècle. Bien sûr. Non, mais il y a un paradoxe, c'est que ce qui s'oppose au christianisme relève du christianisme. C'est-à-dire que moi qui suis athée, je sais que je suis un athée chrétien. Non pas que je souscrive aux propositions du christianisme, mais mon athéisme s'oppose à un christianisme qui est l'objet de base. Donc effectivement, il y a une forte opposition au christianisme en 1793, la fameuse déchristianisation, on la connaît, mais c'est assez singulier parce qu'on casse quelque chose. C'est finalement un gant qu'on retourne, s'il faut vraiment utiliser la bonne image. Vous avez un gant, il vous déplaît, vous retournez ce gant, mais c'est exactement le même gant. En fait, quand j'ai lu votre livre, ce qui m'a gêné tout au long, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs à la fin. Vous souscrivez à la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, donc à l'idée que la matrice essentielle d'une civilisation, c'est la religion, c'est la spiritualité, que tout en découle. Et du coup, j'ai eu l'impression que dans votre description du judéo-christianisme et donc de la civilisation occidentale, le reste n'apparaissait pas. C'est-à-dire que toute la culture populaire, toute la façon d'être au monde qui est liée aussi
tout simplement à la géographie, donc à l'agriculture, donc à ce que nous mangeons, à la façon dont nous allons le transformer, donc à la littérature qui va en naître. Tout ça n'apparaît pas dans votre livre. Non, c'était dans Cosmos. Oui, mais sauf que c'est lié aussi. Bien sûr que c'était dans Cosmos. Je ne peux pas réécrire Cosmos, on me le reprocherait. C'était déjà un très gros livre, mais j'ai fait toute la part à la sagesse populaire dans ce livre-là, Cosmos. Et puis prochainement, je pense que le suivant, qui s'appellera Sagesse, va revisiter la philosophie romaine, pas la philosophie grecque. Et d'une certaine manière, la sagesse populaire aussi. Je pense qu'il y a une sagesse populaire, qu'on la découvre chez les fabulistes, Ésope, Phèdre et quelques autres, et que je suis un des rares philosophes à dire du bien du peuple, de la sagesse populaire, et du savoir qu'il y a de ce côté-là, un savoir des campagnes, un savoir rural, un savoir qui s'oppose au citadin, à l'urbain, un savoir qui n'est pas livresque, mais qui regarde le monde, c'est-à-dire qui ne regarde pas les bibliothèques, mais qui saura voir ce qu'est le monde. Vous vous retrouvez dans la pensée, par exemple, d'un George Orwell qui se réclame justement du peuple, de ce qu'il appelle la décence ordinaire du peuple, qui défend les valeurs traditionnelles d'un peuple que, souvent, dit-il, le communisme n'a pas su comprendre en voulant faire table rase du passé. Vous défendez des traditions populaires ? C'est mon grand homme, Orwell. C'est-à-dire que c'est le moderne dont je me sens le plus proche. Moi, j'en viens du peuple, je le connais. Et à l'époque où on éduquait le peuple, on ne le méprisait pas avec des émissions de télévision ou des journaux insanes, mais qu'on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser. Il y avait une espèce de génie populaire qui était là et qui pouvait donner des réflexions de bon sens. En disant, mais ça n'est pas possible. Ceci plus cela égale cela, vous n'allez pas me faire croire que. Et j'ai entendu ça plein de fois dans mon enfance, c'est des gens extrêmement modestes, qui étaient des paysans, des gens de la terre. Et cette sagesse, je l'ai entendue. Et j'ai surtout entendu aussi la déraison des gens des villes, avec leurs bibliothèques, avec leurs livres, avec leurs théories, avec leurs diplômes, etc. Donc je sais qu'il y a un savoir populaire. Et je le dis très précisément dans un chapitre qui est consacré aux sorcières, les fameux procès de sorcières, quand je dis, mais qu'est-ce qu'une sorcière ? C'est une femme qui sait. C'est pas une femme qui lit, c'est une femme qui sait voir la nature, qui sait voir les fleurs, les arbres, les plantes, qui sait faire des décoctions, qui sait... oui, ce sont des savoirs anciens. Des incantations. Et effectivement, c'est une sagesse populaire, non livresque, païenne, non monothéiste, et voilà pourquoi on la sexualise, pourquoi elle chevauche des balais. J'ai cherché à savoir à partir de quel moment elle se met à chevaucher des balais, et puis je me dis, voilà, à chaque fois qu'il y a eu de la sagesse populaire, la sagesse livresque l'a insultée. Et Orwell nous dit, il y a une sagesse populaire. Cette sagesse populaire, quand elle était éduquée, du moins quand le peuple était éduqué, il produisait des choses extraordinaires, et aujourd'hui qu'on ne l'éduque plus, évidemment, de temps en temps, il produit quelques bêtises. Mais je pense que quand... moi, je connais bien ma campagne normande, mon village natal où j'ai ma maison, et quand j'écoute les gens au bistrot, j'entends des raisonnements de bon sens. J'entends pas ce qu'on dit, que les gens disent. Ce ne sont pas que, comme disait Macron, des alcooliques, des tabagiques et des illettrés, des incultes, des gens vous faites référence à la façon dont Emmanuel Macron décrit le peuple du Nord, tabagique, alcoolique. Voilà. Et alors, de temps en temps, il peut boire un coup, il peut fumer aussi au café, même si c'est interdit. Mais quand on l'écoute et quand on l'entend, il dit beaucoup de choses de bon sens. Et pas des propos racistes, et pas des propos xénophobes. Oui, parce que ce qu'on vous reproche, et ce qu'on reproche à tous les gens qui font l'éloge de cette décence ordinaire des gens ordinaires, c'est d'idéaliser le peuple qui, malgré tout, est raciste, homophobe, etc. Mais ce sont eux qui idéalisent le peuple. D'abord, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui il est. La preuve, c'est que quand la France entière vote contre l'Europe libérale, on nous dit c'est le peuple qui a voté pour. Ils sont vieux, ils sont incultes, ils sont pauvres. Il faut leur retirer le droit de vote. Oui, Fillon disait même, puisque les jeunes ont voté plutôt en faveur du maintien de l'Angleterre dans le dispositif européen, il aurait fallu leur donner 2 voix, juste pour dire que Fillon gaulliste social, et qu'il faut simplement se souvenir des choses. Mais non, moi je pense qu'il y a un génie du peuple, et que si des gens idéalisent le peuple, ce sont ceux qui, de Paris, estiment que le peuple, ce sont ceux qu'ils voient quand ils sont sur la Côte d'Azur, quand ils sont dans le Luberon, quand ils viennent à Deauville sur les planches ou quand ils vont dans leur petite maison de Bretagne. C'est pas là qu'on voit le peuple. C'est en vivant avec lui, c'est en étant à proximité, c'est en l'écoutant, c'est en l'entendant, c'est en lui donnant la parole. Et c'est quand il dit des choses, en estimant qu'il a dit des choses et qu'il n'a pas éructé, qu'il n'a pas manifesté le fin fond de la France moisie ou ce genre de choses. Mais ce peuple, il a envie de perpétuer sa civilisation, justement. Oui. Il a envie que ça perdure. En écrivant un livre comme celui-là, vous dites c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Mais ces gens-là croient souvent qu'on peut non seulement faire perdurer, mais en plus intégrer des gens qui viendraient d'ailleurs et leur transmettre ces valeurs qui sont belles, leur transmettre cette façon d'être au monde. Or ça, on a l'impression que vous n'y croyez plus.
Non, parce que je pense que de toute façon, les présidents de la République en France ne décident plus de rien. Ce sont juste des premiers ministres qui prennent leurs ordres à Bruxelles où on leur dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. On fait semblant aujourd'hui de croire que l'on va élire un président de la République qui va pouvoir changer des choses. Aucun président de la République ne peut changer des choses. Mais ça veut dire quoi? Vous pensez que si on le voulait, on pourrait, ou vous pensez que c'est totalement impossible? C'est ce qui me distingue d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, de quelques autres réactionnaires, au sens étymologique, qui voudraient restaurer un ordre ancien ou instaurer un ordre qui permettrait de revenir à des choses anciennes. Je ne crois plus ça possible. Je pense qu'on est allé trop loin. Je pense que tout ça s'est effondré, qu'on est à l'heure où des pans entiers de la cathédrale sont en train de s'effondrer et que la question n'est pas de savoir par quel bout on commence à colmater un édifice qui s'effondre. Moi, et s'ils croient à la Révolution de ceux qui... Mais il y a des gens qui croient à la Révolution, mais c'est une fiction aussi. Et moi, j'y ai cru quand j'avais 20 ans, que effectivement Mitterrand changerait des choses, que la gauche avait des choses à faire. Et si, j'y ai cru. À la Révolution sans croire à Mitterrand. Non, je parle de mes 20 ans. Oui. Et de dire que j'ai cru à la possibilité pour la gauche de changer les choses. Et j'ai vu la gauche au pouvoir, je l'ai vu fonctionner, je l'ai vu se renier, je l'ai vu tenir des discours de droite, voire d'extrême droite. Et je me dis aujourd'hui, mais on peut espérer en rien ni en personne, puisque de toute façon, tout ce travail qui n'a pas été fait nous a conduit dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pour ça que vous passez autant de temps dans le livre à décaper totalement la Révolution française, en nous expliquant que tous les acteurs de la Révolution étaient des ratés, pervers, tordus. Enfin, vous nous en citez quand même quelques-uns, vous nous faites... Voilà, les Jacobins. Non mais attendez, j'ai fait l'éloge de Charlotte Corday dans un livre qui s'appelle La religion du poignard. Dans La force du sexe faible, j'ai fait l'éloge de toutes les femmes de la Gironde. Bien sûr, mais donc on peut croire à une révolution girondine. Alors, je crois qu'on peut proposer des compresses sur une jambe de bois, pour se faire plaisir, pour changer les choses, pour ne pas mourir totalement désespéré. Je crois, oui, moi, à un pouvoir girondin, à un pouvoir communal, je crois au communalisme libertaire. Je crois à la possibilité pour les départements et les régions de décider pour soi, en fonction de ce qu'on est. Je crois à l'autogestion. Je pense qu'il n'y a pas plus intelligent en matière d'éducation nationale qu'un prof. Je pense qu'il n'y a pas plus intelligent en matière de boucherie qu'un boucher qui va nous dire que, même chose pour un chauffeur de taxi ou ce genre de choses. C'est ce que j'appelle le génie populaire. Les gens qui ont le savoir et qui pensent vont beaucoup plus loin que des gens qui n'ont pas le savoir et qui pensent tout de même. Donc une relocalisation, une déglobalisation. Une déchristianisation du pouvoir, c'est-à-dire que l'idée jacobine selon laquelle on aurait une espèce de chef de l'État qui, comme le roi jadis, mais comme Dieu dans son registre, dirait « j'ai les solutions, votez pour moi et vous allez voir, on va tout changer », ça je n'y crois pas. En revanche, que la politique ne descende plus du ciel de manière transcendante et verticale, mais qu'elle parte de la terre, là où les gens sont, et que les gens disent « mais nous on sait faire ». L'écologie, elle est là. Il faut que l'écologie, ce soit une affaire de paysans, une affaire de ruraux, et pas une affaire de pots catalytiques à Paris, de voies sur Seine et ce genre de choses. Ça, c'est une écologie mondaine, parisienne, pourquoi pas. Mais la véritable écologie, il faut la laisser aux gens qui sont sur place et qui sont capables de restaurer des équilibres écologiques extrêmement brutalisés, mais qui sont susceptibles d'être réactivés avec des gens qui diraient « laissez-nous faire ». Nous, on sait, les coopératives, les mutualisations, c'est la vraie révolution proudhonienne à laquelle je crois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser quelque temps. Pendant que le bateau coule, on pourrait s'amuser un peu sur le pont. Oui, alors, d'accord. On va garder l'idée que le bateau coule, qu'il n'y a rien à faire. Moi, je me dis souverainiste girondine. Vous assumez l'idée du souverainisme. Je vous ai entendu dire que la question de la souveraineté était la question cruciale. Oui. Elle n'est absolument pas traitée réellement, par exemple, dans l'élection qui vient. Ah non. C'est la question qui n'est pas posée, la question qu'il ne faut pas poser. Dans le Miroir aux Alouettes, j'ai consacré un chapitre entier à cette question de la souveraineté et du souverainisme en disant mais pourquoi est-ce que c'est devenu une insulte ? Quelqu'un qui est souverain sur lui-même, c'est quelqu'un qui dispose du pouvoir de décider sur lui-même. Que quelqu'un de souverain puisse être présenté comme un sale type, que le souverainisme puisse être présenté comme une méchante chose, je me dis mais où en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé là du moins ? Et je pense que bien sûr il faut recouvrer les moyens de notre politique et que le souverainisme c'est justement la solution. C'est-à-dire on dit on reprend nos billes, puisque finalement vous nous avez proposé un contrat social avec l'Europe de Maastricht et que dans ce contrat social, vous n'avez pas honoré votre propre parti. C'est ce que disait Hobbes. Il y a un moment donné où quand on a contracté pour obtenir la sécurité et qu'on a abandonné un peu de sa souveraineté, de sa liberté au profit d'une sécurité qui n'a pas été donnée, Hobbes dit on est en droit de recouvrer sa propre liberté, son autonomie, son indépendance. Je crois que la situation étant ce qu'elle est, le mépris du peuple, le mépris du référendum de 2005, la honte du traité de Lisbonne 2008, etc., tout ça fait la démonstration que le contrat social a été brisé et que les citoyens sont en droit de dire « je reprends
ce que je vous avais donné, cette souveraineté que nous avons aliénée, vous en avez fait un mauvais usage, recouvrons cette souveraineté qui nous permettra de faire 2 ou 3 choses. Dans le passage sur la Révolution française et sur les Jacobins, vous avez une phrase sur l'émergence à cette époque-là des journaux, et vous expliquez que l'avantage du journal, c'est qu'il permet de diffuser le mensonge. C'est valable sous la Révolution française. Vous pensez que c'est valable encore aujourd'hui ? Oui, je dis que Hébert a inventé la presse moderne, mais Hébert est dans l'insulte, dans le mépris, dans la grivellerie, la grossièreté, les fichtres, les foutres, les bougres en permanence. Il n'y a pas une phrase qui ne se termine comme ça. C'est plus propre aujourd'hui, vous êtes d'accord ? Guerre plus propre, mais surtout une animalisation du roi, une animalisation de la reine, une animalisation des enfants. Mais là aussi, ça a toujours existé quand même. L'animalisation de l'adversaire, c'est quand même vieux comme le monde. Je ne sais pas. Il faudrait faire la généalogie de cette aventure. Sauf que je me souviens que les Juifs, on les a transformés en rats, en vermine, en poux, en puces. Oui, tout à fait. Mais et qu'il y a un moment donné où quand vous vous contentez de gazer des rats, vous ne faites que gazer des rats. Oui, mais enfin bon, donc, il y a déshumanisation. Quand on lit Homère, on trouve des fils de chiennes, oui, d'accord, mais etc. il faudrait voir le grec et les... Enfin, peu importe. Mais je veux dire que le problème, c'est que les journaux, en permanence, affilent le couteau de la guillotine sous lequel on va passer Louis XVI, puis Marie-Antoinette, et puis cette terrible destruction de Louis XVII qu'on déshumanise, qui est une espèce de chose terrible au bout de plusieurs années d'enfermement. C'est pour ça que vous avez fondé, c'est justement pour éviter la guillotine par les médias, que vous avez fondé une chaîne de télé indépendante, michelonfray.com. Oui, parce que moi je crois que le journalisme est le plus beau métier du monde quand on le fait correctement. C'est-à-dire quand on n'est pas tenu par le buzz, par l'argent. Ça coûte très cher les émissions de télévision, et si ça coûte très cher, il faut des annonceurs. S'il faut des annonceurs, il faut des téléspectateurs pendant l'émission. Les téléspectateurs, on les impulse avec l'insulte, la grossièreté, la vilainie, le jeu de mots gras, les fausses plaisanteries, les faux humoristes qui sont des véritables idéologues. On obtient effectivement plus facilement le buzz avec ça qu'avec l'intelligence, la raison, le développement, la proposition, le débat. Et le temps, c'est-à-dire donner du temps à la télévision, ça n'existe pas. Donc effectivement, j'ai créé ce média avec mes amis et puis avec les amis de l'Université populaire pour qu'on puisse prendre le temps de dire des choses. Pour qu'on puisse dire, ici, on n'est pas là pour faire de l'argent, du bénéfice, pour satisfaire des annonceurs et des publicitaires, pour dégager des marges considérables et puis mener une vie de château. On est juste là pour dire, on croit à quelques idées, on voudrait qu'elles puissent être entendues. Le principe, c'est que vous mettez sur le net vos conférences, des analyses, des éditos, des questions-réponses. Des amis de l'Université populaire, de 10 années d'archives de toute cette aventure qui est une aventure collective et qui fonctionne. Ça fait plus de 15 ans que Paris ne parle pas de l'Université populaire, du fonctionnement de l'Université populaire, du fait qu'en 2002, je démissionne de l'Éducation nationale pour créer ça parce que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour des présidentielles, et que tous les séminaires sont pleins, sont remplis, et qu'on fait des choses qui sont au-delà de ma propre pensée. Moi, j'ai écrit contre Freud et je ne défends pas la psychanalyse freudienne. J'ai une amie, freudienne et psychanalyste, qui enseigne la psychanalyse parce que je lui ai demandé, parce que je veux qu'il y ait des débats d'idées. Voilà, vous voulez dire que c'est pas seulement votre opinion, il y a du débat contradictoire tout de même, parce que ce qu'on peut reprocher à une chaîne de télé, c'est l'idée que ça évite d'avoir de la contradiction. C'est ce qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a fait ça. Oui, enfin, ni Jean-Luc Mélenchon ni moi ne refusons la contradiction. Je suis capable d'aller dans l'arène et puis de donner des coups et d'en prendre, mais j'ai aussi envie que dans d'autres endroits, dans d'autres lieux, on puisse posément, calmement, prendre le temps d'une démonstration. Ça marche, quoi. Vous avez 10 000 abonnés, il y a quand même un engouement. Ça vous rend pas un petit peu plus optimiste, là aussi? Enfin, encore une fois, l'optimisme n'est pas une valeur, mais ça vous donne pas l'idée qu'il y a quelque chose à construire? Le judéo-christianisme est mort. Est-ce qu'on peut pas imaginer la construction d'autres choses fondées sur des valeurs humanistes, sur des valeurs qui soient celles de la souveraineté du peuple? Vous n'y croyez absolument pas? Vous avez raison. À travers ce média que vous avez fait, à travers d'autres choses, il n'y a pas moyen de bouger? Non, mais ça fait des années que j'ai fait des conférences avec des publics partout qui me montrent, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais créé l'Université populaire, qui me montrent qu'il y a un désir de savoir, une envie de débattre, une envie d'écouter, d'entendre, d'avoir des lectures alternatives au monde, des contre-histoires à tous les sens du terme. Et je dis simplement que tout seul, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. C'est-à-dire qu'il faudrait que d'autres fassent des universités populaires, que d'autres trouvent d'autres formules, que d'autres créent leurs propres médias. Et vive Mélenchon qui crée son propre média. Je trouve qu'il a tout à fait raison de le faire. Et il y a effectivement toujours la possibilité de constater qu'il y a du bon sens populaire. Mais pour autant,
La politique, c'est encore autre chose. La politique politicienne, la disparition de la nation, la blessure qu'on s'est infligée en renonçant à notre souveraineté, l'Europe qui était un immense moteur libéral, les prédateurs que sont les Américains, les Russes et d'autres pays. Enfin, tout ça fait qu'on a pris pas mal de retard. Et je pense que ce retard est évidemment nocif, mais j'ai plutôt tendance à croire mortel. Écoutez, Sartre, pour le pire, disait il ne faut pas désespérer Billancourt, donc on va continuer à mentir. C'était terrible. Moi, je crois qu'il ne faut pas désespérer la Creuse, donc on va continuer à lui dire la vérité. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on va continuer à jouer les Cyrano. Merci beaucoup. Michel. Merci à vous.